Bonjour, nous sommes donc bienvenue à l'université. Nous sommes en direct afin de répondre à vos questions sur Parcoursup et sur les études à l'université. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions puisque en direct, nous allons y répondre. Pour commencer, en attendant vos questions, que j'espère qu'ils arriveront très très vite, on va vous présenter en quelques mots l'Université d'Haute-Alsace. Donc l'Université d'Haute-Alsace, c'est une université pluridisciplinaire. Elle est sur deux sites. Donc nous avons effectivement des composantes sur le campus de Mulhouse et également des composantes sur le campus de Colmar. Donc trois campus à Mulhouse, le campus de la Fonderie, où vous pourrez trouver la faculté des sciences économiques, sociales et juridiques, dans laquelle on va préparer des licences, licences de droit, d'histoire, de sciences politiques, de gestion, des licences pro et des masters. Donc ça, c'est sur le campus de la Fonderie. Ensuite, nous avons le campus qui se trouve sur le campus de Lilleberg. Et vous trouverez plusieurs composantes. Donc, nous avons des facultés, la faculté des sciences techniques, où nous allons trouver des licences pro et master dans le domaine des sciences. Nous avons ensuite une autre faculté, la faculté des lettres et sciences humaines, dans laquelle nous allons trouver des licences pro et master dans le domaine des lettres, langues et sciences humaines. Nous avons ensuite, à côté des facultés, des écoles d'ingénieurs qui vont donc dispenser des diplômes d'ingénieurs. Donc nous avons l'ENSMU et l'ENSISA. Ensuite, le troisième campus de l'université de Mulhouse est le campus des Collines. Et là, nous allons trouver des IUT. Donc les IUT dispensent des DUT et des licences professionnelles. Voilà pour présenter en quelques mots les campus de Mulhouse. On va passer au campus de Colmar. Donc il y en a deux. Vous avez le campus du Biopôle dans lequel on va trouver l'IUT de Colmar, donc toujours avec des DUT et des licences pro. Puis on va trouver aussi la faculté marketing et agrosciences avec des licences, attention qu'à partir de la troisième année pour la plupart, et des masters. Ensuite, sur le campus du Grill&Bright, on va également trouver la faculté marketing et agrosciences, mais plutôt avec la spécialité marketing. Hein, j'ai oublié de vous dire que dans le campus Biopôle, ça sera plutôt la particularité agronomie et agrosciences. Donc pour repasser au campus du Grill&Bright, donc on a la FMA avec le parcours marketing, puis l'IUT de Colmar avec un certain nombre de DUT. Bien entendu, vous pouvez aller trouver le détail de toutes les formations qui existent dans ces différentes composantes sur notre site internet. Donc chaque composante va avoir un site. Donc vous avez la FST qui a son site. Hein. L'adresse est toujours composée de la même façon, donc www.fst.uha.fr pour la faculté des sciences et techniques, www.fsej.uha.fr pour la faculté des sciences économiques, sociales et juridiques. Pour la FLSH, ça va être pareil, hein, www.flsh.uha.fr. Les IUT, c'est composé de la même façon, donc iutcolmar.uha.fr et iutmulhouse.uha.fr. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur ces sites internet pour accéder à toutes les plaquettes des différentes formations qu'on va vous proposer. Alors, je vois qu'il y a des questions. Alors, N'hésitez pas à poser vos questions sur ce live Facebook. Anna, nous avons une première question oui, qui je vois. concerne une jeune fille qui termine sa licence d'histoire cette année. Elle voudrait intégrer la licence professionnelle de guide conférencier, mais elle dit les places sont limitées.
Je cherche d'autres débouchés au cas où autour du patrimoine de la culture. Est-ce que tu as au débeauté là des idées Oui, parce de que je filière? pense que la licence professionnelle dont vous parlez ne se fait pas à l'université de Haute-Alsace. Néanmoins, effectivement, comme vous avez une licence d'histoire, vous pouvez intégrer le master d'histoire, musée et patrimoine, musicologie et patrimoine, hein, musée et Muséologie. patrimoine. Oui. Vous pouvez trouver toutes les informations de ce master à l'adresse suivante: www.fsesj.uha.fr en vous rendant dans l'onglet formation, et vous aurez la plaquette avec le programme de la formation, le profil des étudiants qui sont recrutés et bien entendu les métiers que vous pouvez faire par la suite. Il s'agit d'un master, donc vous aurez un bac plus 5, hein, c'est pas l'équivalent de la licence pro, puisque la licence pro a une vocation pour vous arrêter, hein, vous devez arrêter vos études normalement après la licence professionnelle. Là, c'est un master, mais c'est une autre possibilité d'étudier dans ce domaine-là. N'hésitez pas, là pour tout le monde, hein, pas seulement pour la personne qui nous a posé une question sur la licence professionnelle et sur le master. Nous sommes ouverts au service d'information et d'orientation et nous pouvons vous accueillir dans notre salle de documentation afin de vous fournir un certain nombre de documents. Donc vous avez le document là qui est l'offre de formation, dans laquelle vous allez trouver par champ toutes les licences, enfin tous les diplômes qu'il est possible de préparer à l'université de Haute-Alsace. Sinon, nous avons également des plaquettes pour chaque filière que vous trouverez bien entendu sur nos sites. Voilà. Anna, je me mets à la place des lycéens actuellement. Beaucoup parmi eux ont demandé à faire une immersion à l'université. Et est-ce que tu peux nous donner des informations à ce sujet-là actuellement? Alors, l'immersion, c'est donc, vous venez vivre votre vie comme un étudiant, hein, donc ça peut soit une demi-matinée, une demi-journée, pardon, soit une journée entière, tout dépend. Donc vous pouviez vous inscrire, alors je dis vous pouviez parce que momentanément elles sont suspendues compte tenu de la situation sur le territoire en ce moment. Donc vous pouvez vous inscrire en allant sur le site immersion-lycéen.uha.fr. Néanmoins, si vous allez sur ce site, vous allez voir qu'il est plus possible actuellement de s'inscrire puisque nous avons dû suspendre ces immersions. Les gens qui ont déjà se sont déjà inscrits à une immersion, sachez que pour le moment, pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire semaines 11 et 12, elles sont suspendues. Nous aurons d'autres informations à la fin de la semaine 12. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet des immersions puisque on va mettre à jour les informations au fil de l'eau. Une autre question qui est arrivée, donc du coup Anna, je pense qu'il va être nécessaire de faire un petit point sur les diverses universités qu'on trouve dans la région Grand Est. Lia pose la question, l'université de Nancy, c'est la même que l'université de Haute-Alsace. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu où on trouve les diverses universités dans notre région qui est la région Grand Est? D'accord. Alors, les universités, il faut vous représenter ça comme un grand village, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec différents campus sur différentes villes. Donc, l'université de Haute-Alsace se trouve sur Mulhouse et Colmar, comme précisé tout à l'heure. Donc, dans le Grand Est, vous avez l'université de Strasbourg, qu'on appelle l'UNISTRA, qui est aussi développée sur plusieurs campus autour de Strasbourg. Et après, vous avez l'université de Lorraine avec un site sur Nancy et Metz. Donc notre live d'aujourd'hui ne concerne que l'université de Haute-Alsace. Donc je ne pourrai pas répondre aux questions de l'université de Lorraine. Mais j'imagine qu'ils ont un site internet aussi et que vous pourrez trouver les informations.
Maintenant, ce que je peux vous proposer, c'est si vous êtes de Mulhouse et proche de chez nous, c'est de passer dans notre service et on se fera un plaisir de faire des recherches avec vous afin de vous donner des informations sur l'université de Lorraine aussi. Voilà. Quand je suis un lycéen et que je vais rentrer à l'université, je n'arrive pas bien à m'imaginer ce qui va m'attendre. Est-ce que tu peux nous donner des pistes sur les changements qu'il va y avoir entre le lycée et mon entrée à l'université? Oui, en effet, il y a pas mal de changements. Bah, le premier changement, c'est auquel on ne pense pas toujours, c'est que vous allez être adulte. À l'université, en général, on a 18 ans, on est majeur, et on va d'ailleurs vous considérer hein, comme un adulte. Donc, vous allez être responsable de tout ce que vous allez faire ou pas faire. C'est-à-dire, si je décide de ne pas me rendre à un cours magistral, il n'y a personne qui va venir vous réprimander, ça sera vous assumer. Tout ce que vous allez faire, vous allez assumer. Il n'y a plus de parents derrière qui sont là pour rattraper ce que vous faites ou pas. Vous allez être directement responsable et on va vous considérer vraiment comme un adulte. Donc ça, c'est vraiment le premier des changements. Le deuxième changement, c'est la semestrialisation. Donc, si on fait une comparaison par rapport au lycée, en général, on fonctionne en trimestre. Vous avez des matières. Dans ces matières, vous avez un certain nombre de contrôles. Alors, contrôle continu, devoir sur table. Chaque lycée a son propre vocabulaire. En tout cas, vous avez un certain nombre de contrôles. Et avec ce contrôle, on fait la moyenne. Tout ça, même si vous vous en rendez pas compte, ça veut dire que, premièrement, on découpe les cours, c'est-à-dire que vous allez faire quelques chapitres et vous allez avoir un contrôle, quelques chapitres et on refera un autre contrôle. Et deuxième chose, c'est que vous pouvez vous rattraper si jamais vous avez une mauvaise note, puisqu'on fait la moyenne après de tous les contrôles. À l'université, ça sera plus comme ça. Vous allez avoir deux semestres. Alors attention, on appelle ça des semestres, mais ça va passer très très vite parce que si vous comptez bien, c'est 4 mois. Hein. Le premier semestre commence en septembre et se finit en décembre. Donc ça va aller quand même très très vite. Pendant 4 mois, vous allez avoir des cours. Donc on va avoir des cours magistraux, donc en amphithéâtre où il y aura toute la promotion. Alors, la plus grosse promotion à Mulhouse, c'est la licence de droit et on a environ 200 étudiants. Donc, vous voyez qu'on est plutôt une université à taille humaine. Donc, on a des petites promotions. Donc, les cours magistraux se font en amphithéâtre. Puis après, vous avez des TD. Donc là, on va couper la promotion en petits groupes d'environ 25. Là, ce sont des cours que vous allez reconnaître puisque ça ressemble beaucoup au lycée. Hein. Vous allez être en petits groupes, donc 25, une classe de 25. Vous aurez des exercices à faire avec des devoirs, etc. Merci, on m'amène de l'eau, donc je remercie mon collègue. Donc les cours magistraux. TD et après pour les filières scientifiques, vous allez avoir des TP. Donc vous allez avoir un certain nombre de cours pour revenir à notre semestre réalisation et tous ces cours, vous allez avoir un seul examen qu'on appelle les partiels à la fin du semestre. Donc vous aurez tout à réviser, tous les cours que vous avez eus depuis le début de l'année, à réviser pour ces partiels avec une chance de vous rattraper. C'est ce qu'on appelle le rattrapage. Alors bien entendu, on a conscience de l'université a conscience de cette difficulté, donc on a mis quand même en place un certain nombre de cours où vous avez quand même du contrôle continu. Mais attention, ça ne va pas être le même contrôle continu que vous avez au lycée. Effectivement, ça sera plutôt une évaluation de mi-parcours pour surtout voir si la méthodologie que vous avez mis en place fonctionne ou pas. Hein, donc ça, c'est la semestrialisation, 2 semestres avec des partiels à la fin de l'année. Si vous voulez, vous avez un mini-bac à chaque fois.
hein, où il faudra donc assurer. Vous avez personne derrière vous qui vous dit de réviser pour tel et tel contrôle, puisque vous savez qu'à la fin du semestre, vous allez être évalué dans toutes les matières, et les matières, on va les appeler des UE, des unités d'enseignement. Donc soit c'est une matière, soit c'est un groupement de matières. Voilà. Anna, pour revenir à la question de la jeune fille au départ qui posait la question si on avait des formations dans le domaine du patrimoine, elle demandait aussi si on avait des formations dans le domaine de la culture à l'université. Alors oui, effectivement, on a une licence professionnelle, gestion de projets et structures artistiques et culturelles à la faculté des lettres et sciences humaines. Si vous souhaitez voir le programme, donc vous pouvez aller là du coup sur un autre site qui sera www.flsh.uha.fr. Une question qui vient d'arriver de Maëva Sablone. Elle dit: je suis étudiante en DUT carrière sociale à Belfort. À l'issue de mon DUT, je souhaiterais demander une validation des acquis afin d'intégrer une licence 3 sciences de l'éducation à l'UHA. Mais quel parcours? Parce que du coup, nous avons deux parcours, FATLAV et ITI, comme elle précise. Qu'est-ce qu'elle peut choisir comme parcours pour être professeur des écoles? Elle dit aussi qu'il existe un DU métier de l'enseignement et de la formation. Quelle est la différence? Et ensuite, comment elle doit faire cette démarche de validation des acquis? Okay. Donc les licences, hein, licence classique, licence sciences de l'éducation, mènent vers des masters. Pardon. Le parcours que vous allez choisir va déterminer justement le master que vous souhaitez faire. Vous, a priori, vous voulez vous destiner au master MEF, donc qui n'est pas fait à Mulhouse et qui est fait à l'université de Strasbourg. Donc, il faut réfléchir, regarder quel est le parcours qui vous intéresse. Néanmoins, sachez qu'à l'université de Strasbourg, vous avez un parcours spécifique pour intégrer, après, donc un parcours de la licence troisième année, pour intégrer le master MEF. Donc on parle là de la licence troisième année sciences de l'éducation. Voilà. D'accord. Après, pour intégrer le master MEF, pour l'instant, alors je dis bien pour l'instant, puisque dans ce domaine-là, il y a des réformes régulièrement. Donc actuellement, le recrutement au master MEF se fait sur test d'entrée. Hein, des petits tests en français et en mathématiques. Donc dans un premier temps, on va déjà, il faut réussir ce test et on va regarder justement quelle est la licence que vous avez préparée. Donc par exemple, sciences de l'éducation ou une licence dont la matière est enseignée à l'école primaire. On ne va pas forcément regarder le parcours, on ne va pas rentrer dans les détails du parcours. Là, il faudrait plutôt que vous choisissiez le parcours en fonction d'un plan B. Si jamais votre admission en master MEF ne pourra pas se faire. Hein. Réfléchissez plutôt à cette situation. De toute façon, là, peu importe le parcours, vous pourrez postuler au master MEF avec l'un ou l'autre. Néanmoins, en cas d'échec à l'entrée du master, réfléchissez quel est le parcours qui vous intéresse le plus. Donc du coup, elle peut aussi faire la licence troisième année à l'UHA, qui pourra aussi l'amener vers le master MEF, qui se font, je crois, maintenant dans les INSPE, c'est ça? Ou oui. Ils ont changé de nom, c'est ça? Oui, effectivement. Avant, c'était les SPE et maintenant, ce sont les instituts nationaux. Nationaux de professeurs. On a perdu le libellé-long de l'acronyme. Quand on le retrouve, on vous le donne. Ou on vous l'écrira sur le fil Facebook. Voilà. Ça arrive. Donc cette jeune fille, donc, si je résume, elle peut ou demander d'intégrer la licence 3 sciences de l'éducation à l'université de Strasbourg, ou demander l'intégration chez nous. Et finalement, comme elle vient d'un DUT, comment ça se passe pour passer du DUT à la licence troisième année?
Alors, vous pourrez aller sur le site. Alors, je ne sais pas, mes collègues pourront peut-être regarder si le diplôme, si le dossier de validation est déjà sur le site. Oui, voilà. Donc, vous pouvez aller sur le site de la FLSH, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, dans l'onglet Formation, Sciences de l'éducation, et vous trouverez un document qui s'appelle validation, dossier de validation d'acquis. Ce dossier de validation d'acquis est à compléter. Hein, vous avez tout est expliqué. Vous avez des pièces à joindre, hein, vos notes, une lettre de motivation, un CV. Il faudra le déposer à la scolarité centrale. Ce dossier sera dans un premier temps examiné par le professeur responsable de la formation qui donnera son avis, puis il sera examiné par une commission. Vous aurez donc ensuite la réponse. Donc, soit vous êtes admise en L3, soit on peut effectivement vous refuser l'accès. Ce qu'on conseille aux étudiants pour être sûr, c'est de faire un dossier de candidature en licence troisième année et un dossier de candidature en licence deuxième année pour assurer ses arrières. Alors, on a retrouvé le nom INSPE, donc c'est l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Voilà. En cette période où Parcoursup et les vœux sur Parcoursup vont être arrêtés au 12 mars, Anna, peux-tu nous rappeler les dates clés de Parcoursup pour les élèves de terminale ou de diplôme équivalent qui souhaitent rentrer en première année dans l'enseignement supérieur? Donc le site Parcoursup, hein, qui est donc la plateforme sur laquelle vous devez faire tous vos vœux pour l'enseignement supérieur, ou en tout cas pas mal de vœux, est ouverte depuis le 20 décembre. La saisie des candidatures se fait depuis le 22 janvier et jusqu'à jeudi, donc vous n'avez plus que 2 jours, hein, faites attention. Ensuite, les dossiers doivent parvenir dans les différents établissements. Donc tout ça, c'est dématérialisé hein, avant le 2 avril. Hein, donc la date limite des confirmations des candidatures, c'est le 2 avril. Donc, pour être clair, la saisie des candidatures doit être faite avant le 12 mars. Et là, du 12 mars au 2 avril, vous aurez encore le temps de rajouter des choses et de confirmer, enfin les vœux seront déjà confirmés, mais de rajouter les pièces qui manquent à votre dossier jusqu'au 2 avril. Ensuite, il y aura une phase d'admission. Alors, je rappelle juste que toutes les informations que l'on donne là sont très bien expliquées sur le site Parcoursup. Hein. N'hésitez pas à vous y rendre. Donc, phase d'admission du 19 mai au 1er, du 19 mai au 17 juillet. Il y aura une fermeture du site pendant les épreuves du bac. Et il y aura une procédure complémentaire pour soit les retardataires, ceux qui n'auront pas fait de vœux avant le 12 mars, soit pour ceux qui auront eu que des réponses négatives à partir du 25 juin jusqu'au 10 septembre. Merci Anna. Alors, Victoria qui avait posé la question sur le cursus patrimoine muséologie, elle revient donc sur le master que tu lui as conseillé et proposé qui est à l'université. Elle demande si ce master permet d'obtenir la carte officielle de guide conférencier. Est-ce que tu le sais? Il me semble que oui, hein, oui, absolument. Oui. Alors, a priori, il y aurait des enseignements complémentaires à suivre et qui permettraient d'avoir cette carte officielle. De toute façon, ce qu'on peut se conseiller à Victoria, c'est d'aller sur le site. D'aller sur le site, de repérer le responsable de la formation et vous pouvez bien entendu lui envoyer un mail, même voir peut-être comme les portes ouvertes ont été annulées, voir s'il est d'accord de vous recevoir en rendez-vous
même un rendez-vous téléphonique, hein. Mais effectivement, on ne peut pas trop rentrer dans les enseignants. On a une vision d'ensemble. Donc, toutes les questions purement pédagogiques, le mieux, c'est de poser ces questions par mail aux responsables des formations. Donc, je rappelle que les plaquettes sont disponibles sur notre site avec à chaque fois le nom du responsable avec l'adresse mail et même des fois un numéro de téléphone. Donc, voilà. Alors, toutes les informations sur Parcoursup sont parues. Une autre question. Pour là, les inscriptions en doctorat, comment est-ce que cela se passe? Est-ce que tu sais comment ça se passe? Alors, nous sommes plusieurs dans cette salle. Voilà. Donc, nous allons, je pense, nous tourner vers une autre collègue qui a peut-être l'information. L'école doctorale, hein. Il faut se renseigner auprès de l'école doctorale. Le mieux, c'est d'envoyer un message. Alors, pour les inscriptions en doctorat. Voilà. Alors pour là, on m'entend? Oui, peut-être devant. Quand même, oui, d'accord. Pour les inscriptions en doctorat. Oui, bonjour Anna. Voilà, donc Brigitte, notre responsable de la DVU. Donc pour le doctorat, la démarche est un peu différente de tout ce que Anna vous a expliqué jusqu'à présent, à savoir qu'avant de pouvoir vous inscrire en doctorat à l'UHA, il faut d'abord que vous ayez ce qu'on appelle un sujet de thèse et un enseignant qui va encadrer votre thèse. Donc il va falloir déjà définir, vous venez d'où, vous avez envie de faire un doctorat, mais dans quel domaine, quel contact prendre à l'université, qui va pouvoir s'occuper de vous. Donc pour ça, il y a ce qu'on appelle une école doctorale que vous retrouverez toujours sur le site de l'université de Haute-Alsace. Mais dites tout simplement que c'est une démarche un peu différente. C'est-à-dire que vous devez quand même arriver avec une idée, un projet de ce que vous voulez faire. Vous voulez faire une thèse, oui, mais dans quel domaine? Est-ce que vous avez une idée de sujet? Est-ce que vous avez des choses à apporter? J'allais dire, on ne vient pas s'inscrire en doctorat comme on viendrait s'inscrire en licence, parce qu'on vient acquérir des connaissances. La préparation d'une thèse, c'est un travail tout à fait différent, qui repose essentiellement sur votre projet et vos objectifs, et vous serez pour ça accompagné par ce qu'on appelle un directeur de thèse, qui est un enseignant. Donc il y a plusieurs étapes à franchir avant cette inscription qui, à ce moment-là, n'est plus qu'une démarche administrative, on va dire. Mais avant, définir un projet, quelle thèse, avec quel directeur de thèse. Voilà, si vous avez besoin d'infos complémentaires, n'hésitez pas. Merci Brigitte. Anna, je vais te poser une autre question que peuvent peut-être se poser aussi les lycéens. C'est finalement, j'ai envie de faire des études assez courtes et j'envisage de faire un DUT. Mais j'observe aussi qu'il existe un diplôme aussi, qui diplôme à Bac+2, qui est le BTS. Finalement, comment j'arrive à faire la différence entre ces deux diplômes? Alors effectivement, ce sont des cousins, les BTS et les DUT. Ce sont tous les deux des formations professionnalisantes qui allient la théorie et la pratique. D'ailleurs, ces formations peuvent se faire par apprentissage. Ils mènent tous les deux vers la vie active directement si on le souhaite. Donc ce sont des cousins, néanmoins il y a quelques différences. Le DUT est fait à l'université alors que le BTS peut être fait dans un lycée ou un organisme. Il y a, alors attendez, je regarde, 42 spécialités de DUT, 122 spécialités de BTS. Donc vous voyez que le DUT est beaucoup plus polyvalent, ça va être un domaine, alors que le BTS va avoir un champ très spécialisé, ou du moins plus spécialisé que le DUT, hein, donc la preuve en étant des spécialités, 122 en BTS. Du coup, comme le le DUT est plus polyvalent, il permet une poursuite d'études plus
comment dire ça, plus, Plus large. plus large, plus général, voilà, puisqu'ils sont 91% des DUT à continuer leurs études, contre 53% en BTS. Et la dernière différence, c'est que le BTS est un examen, alors que le DUT, c'est du contrôle continu. Justement, à propos hein, de ce point, où ils sont 91% des DUT à continuer, il y a une réforme justement qui est en cours. Elle interviendra à la rentrée 2021 et le DUT va être donc transformé enfin en 3 ans et il aura le nom de BUT, Bachelor universitaire de technologie. Pour l'instant, le décret est paru, il me semble. Par contre, la mise en place va se faire au fur et à mesure. On vous invite, bien entendu. Bon, vous n'êtes pas concerné si vous êtes des terminales. Hein, ça sera plutôt les premières qui seront concernées pour la rentrée 2021. Mais toutes les informations seront mises au fur et à mesure à jour sur notre site, bien entendu. On a une question de Loïc qui demande: j'aimerais savoir s'il y a des partiels, je suppose, en licence STAPS de Mulhouse et le DUST métier de la forme à Strasbourg. Alors, en licence... Ah, passerelle, parce que parcelle, donc j'ai essayé. Loïc a écrit parcelle, donc j'ai essayé de trouver un mot qui pouvait... Passerelle, donc, effectivement. Effectivement, donc la licence STAPS, c'est une licence qui fonctionne depuis cette année. Et vous avez raison, il y a il n'y a pas de cours magistraux. Il y a des cours qui se font en ligne avec, rappelez-moi, quelle université j'ai un trou avec Grenoble, voilà, avec l'université de Grenoble. Et vous avez du contrôle continu essentiellement, effectivement. Après, des passerelles entre le DUST et la licence 3e année, pour l'instant, nous n'avons pas la licence 3e année, donc il n'y a pas de passerelle possible pour l'instant. Et lorsqu'elle existera, ben, ça sera également le même processus expliqué tout à l'heure du DUT carrière sociale à la licence 3e année sciences de l'éducation. Ce sera donc un dossier de validation d'acquis à remplir pour intégrer la licence 3e année, lorsqu'elle existera donc dans 2 ans, a priori, si on suit le cours du calendrier. Enfin, Anna, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre un stage et un apprentissage, et si je souhaite connaître les formations de l'UHA en apprentissage, où est-ce que je peux trouver cette information-là? Alors, les stages et l'apprentissage apparaissent dans les formations dont on citait tout à l'heure, qui sont des formations professionnalisantes. Donc une formation professionnalisante allie la théorie et la pratique. Donc la pratique, soit sous forme de stage, là c'est quand vous êtes étudiant en formation initiale, soit par apprentissage, hein, ou par alternance, quand on signe un contrat avec une entreprise. Donc ce sont les diplômes professionnalisants, DUT, licence pro, master, certains diplômes d'ingénieur que l'on peut suivre par apprentissage. Il existe effectivement un service qui s'appelle le CFAU, le service de formation d'apprentis universitaires, qui gère toutes les formations des universités de Mulhouse et de Strasbourg sur leur site, hein, qui gère toutes les formations par apprentissage. cfau.fr si vous souhaitez aller sur le site. Et donc là, vous aurez la liste de toutes les formations qu'il est possible de faire à l'Université de Haute-Alsace et à l'Université de Strasbourg par apprentissage. Donc nos DUT, nos licences pro et nos masters. Merci Anna. On a Ali qui pose une autre question. Oui Anna, pendant que je vais parler un petit peu, voilà, tu as le droit de boire hein, parce que tu parles depuis 30 minutes sans arrêter. Ali donc nous pose la question suivante. Je suis actuellement étudiant en Master 1 à l'Université de Besançon en échange à l'EPFL en Suisse pour cette première année de Master. Je souhaite postuler
directement un master système embarqué à l'UHA? Quelle est la procédure à suivre? Quels sont les deadlines à respecter? Alors, je pense qu'il nous dira, hein, vous réécrivez s'il vous plaît, je pense que vous souhaitez candidater directement en M2 ou est-ce que vous souhaitez reprendre votre master? Si vous souhaitez candidater en M2, il va falloir, comme tout à l'heure, aller sur le site de la formation, de la composante, hein, donc la FST, télécharger le dossier de validation d'acquis et le remplir afin d'intégrer le M2. Si vous souhaitez faire tout le master, hein, donc prendre vos études à partir du M1, il faut candidater sur le site icandidat.uha.fr et les candidatures sont à faire du 20 avril au 30 mai. Alors, Aline, Justement, ouais. j'en profite peut-être pour rappeler les dates. Donc, icandidat.uha.fr, c'est le site qui vous permet de candidater aux licences professionnelles et aux masters. Et ce site, il sera ouvert pour les masters du 20 avril au 30 mai. Enfin, ouvert, il fonctionne. Par contre, vous pourrez déposer vos candidatures du 20 avril au 30 mai pour les masters et du 1er avril au 1er mai pour les licences professionnelles. Alors, Ali nous a donné une indication. Une indication. Il dit qu'il souhaite postuler directement en Master 2. En Master 2. Donc, ça sera le dossier de validation d'acquis que vous pourrez télécharger sur le site de la FST ou appeler la scolarité de la FST afin qu'ils puissent vous l'envoyer par mail. On a une autre question qui est arrivée de Emma qui nous dit: je cherche à contacter quelqu'un qui suivrait le master Histoire, Civilisation, Patrimoine, parcours Gestion contemporaine des archives. J'habite à Strasbourg et me demande si, au vu du taux horaire de cours, je peux me permettre de venir en train ou s'il vaut mieux que je loge sur place. J'ai essayé de contacter l'université qui m'a répondu que nous ne disposons pas d'un emploi type. Ouais. Les emplois du temps, effectivement, peuvent changer chaque semaine. Donc finalement, à Emma, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller dans son cas de figure par rapport aux questions qu'elle se pose? Alors effectivement, nous, on a accès à l'emploi du temps. Malheureusement, il change chaque année. Donc c'est difficile de répondre à cette question. Maintenant, est-ce qu'elle a le nom d'un responsable? On peut peut-être chercher le nom du responsable du diplôme et lui donner le mail ou le nom. Mais je pense qu'elle l'a déjà contacté au vu des réponses qu'elle a eues. Là, vaut mieux peut-être prendre un logement sur Mulhouse parce qu'il y a des cours des fois qui ont lieu le soir ou des fois le samedi matin. Hein, puis peut-être qu'on a l'emploi du temps, ce qui est parfois un piège, c'est qu'il y a peut-être peu d'heures de cours, mais quand même il y a du travail personnel. Donc, est-ce que finalement cette jeune fille va supporter le trajet aussi, peut-être? Voilà, et puis vous aurez mes collègues me soufflent la BU effectivement, hein, pour approfondir vos cours, surtout en master, vous aurez quand même besoin d'aller régulièrement à la bibliothèque universitaire qui se trouve justement à la faculté des sciences économiques, sociales et juridiques. Donc le plus simple, ce serait peut-être quand même de loger sur place, hein, pour vous permettre d'avoir accès à tous les services à votre disposition. Compte tenu qu'on ne sait pas, on ne peut pas savoir quel sera l'emploi du temps de l'année prochaine et on ne peut pas se fier à celui de cette année puisqu'il change régulièrement. D'ailleurs, pour peut-être ceux qui sont en ligne et qui sont lycéens, un des changements dont on n'a peut-être pas évoqué tout à l'heure, c'est l'emploi du temps. L'emploi du temps, effectivement, en licence, on a entre 18 et 20 heures de cours pour tout ce qui est licence de la FSESJ ou de la FLSH. En FSC, Faculté des sciences techniques, dans les licences scientifiques, on aura plus d'heures, puisqu'à côté des CM et des TD, on aura aussi des TP. Néanmoins, dans les deux autres facultés, on aura entre 18 et 20 heures de cours.
Donc pas mal de temps libre. Ce temps libre, il doit être utilisé à approfondir vos cours. Et cet emploi du temps, autre chose, il peut changer régulièrement. Lorsque vous allez vous inscrire, vous allez avoir une adresse email avec laquelle vous allez pouvoir vous connecter sur un site qui s'appelle e-service, hein, c'est un petit peu l'ENT que vous avez au lycée. Et sur ce site, vous allez pouvoir constamment aller regarder votre emploi du temps, qui va pouvoir des fois changer du matin à l'après-midi. Ça arrive de temps en temps. Néanmoins, vous n'avez pas comme au lycée un emploi du temps pour l'année. Là, c'est un emploi du temps qui peut varier de semaine en semaine. Hein, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas répondre à la question d'Emma. Il me semble qu'elle s'appelait, la jeune fille s'appelait Emma. Voilà. Après, voilà, il change régulièrement, donc on ne peut pas être précis et vous répondre et répondre à votre question. Pardon. Ali avait une petite question, peut-être tu peux réexpliquer qu'est-ce qu'on appelle validation des acquis. Parce qu'il dit est-ce que c'est des examens en concours ou c'est juste un dossier à remplir? Donc la validation d'acquis, hein, vous pouvez aller déjà télécharger le dossier pour vous rendre compte de quoi il s'agit. Donc c'est un dossier dans lequel vous allez mettre tout votre parcours scolaire, votre expérience professionnelle si vous en avez, ça peut être des stages également. Il y aura un certain nombre de documents à rajouter, vos relevés de notes des années ultérieures, une lettre de motivation, un CV. Ce dossier va être examiné dans un premier temps par le responsable de la formation qui va émettre un avis. Puis ce dossier sera ensuite proposé en commission de validation d'acquis qui donneront l'avis définitif. Donc acceptation ou pas, ou on peut des fois proposer d'intégrer la deuxième année. Dans votre cas, ce qu'on pourrait aussi vous donner comme conseil, c'est de faire peut-être quand même un dossier en M1, en M2, pardon, le dossier de validation de M2, pardon, je perds le fil, et également peut-être un dossier sur e-candidat pour candidater en M1 si jamais vous n'êtes pas accepté directement en M2. En tout cas, ce n'est pas des examens, c'est un dossier à remplir avec un certain nombre de documents qu'on va vous demander d'intégrer au dossier et il sera donc examiné par le responsable de la filière et par une commission de validation d'acquis. Merci Anna. On a Ange qui pose une question, qui demande que tu parlais tout à l'heure de e-candidature et de site e-candidat. Il demande est-ce que cette e-candidature concerne aussi les étudiants étrangers? Oui, absolument. Les étudiants étrangers. Alors après, ça dépend où vous vous trouvez. D'accord. Donc en fait, il faut chaque fois si que vous êtes à l'étranger, dans un pays européen, ça sera e-candidat. Si vous êtes dans un pays ou si vous êtes déjà en France et que vous êtes étudiant étranger, ça sera e-candidat. Maintenant, si vous êtes au Maroc ou dans un autre pays hors Europe, il faudra passer par Campus France. Tout dépend du pays où vous vous trouvez là actuellement. Je viens de préciser, c'est un étranger, il est en Afrique. Voilà. Donc, dans quel pays en Afrique? Parce que tous n'ont pas un centre Campus France. Voilà. Donc a priori en Afrique, donc il passerait par une procédure. Vous devez passer obligatoirement par le site Campus France de votre pays. Alors on a souvent des étudiants qui sont en licence deuxième année par exemple, qui souhaitent, qui redoublent et ils confondent souvent et dans cette période actuelle et ils nous disent on doit se réinscrire sur Parcoursup. Peux-tu nous rappeler Parcoursup pour qui c'est? Alors Parcoursup, comme on l'a vu tout au début, est une plateforme pour postuler pour toutes les formations de l'enseignement supérieur, mais en première année. Donc toutes les premières années. Donc pour les licences, ça va être uniquement pour les licences première année. Après, si vous voulez postuler, c'est-à-dire que vous avez déjà fait une année dans une autre université, par exemple, ou
dans un pays étranger, il faudra postuler en L2, donc il ne s'agira plus de passer par Parcoursup. Parcoursup, c'est essentiellement pour les premières années de l'enseignement supérieur. Ok, merci Anna. Est-ce que, donc à l'Université de Haute-Alsace, il y a 2 écoles d'ingénieurs. Est-ce que tu peux nous dire la spécialité de ces 2 écoles d'ingénieurs? Alors, on a une école qui date. Alors, j'ai un petit peu des documents là. J'ai téléchargé ce matin une présentation, un PowerPoint de la présentation de l'université. Et effectivement, la création de l'école de chimie, donc l'ENSMU, qui est une école d'ingénieurs en chimie, date de 1822. Donc, vous voyez qu'on a une école d'ingénieurs qui est assez vieille. Donc, c'était d'ailleurs la première composante de l'université. Enfin, ce n'était pas encore une université à cette époque, donc 1822. Donc, l'ENSMU est donc une école d'ingénieurs dans le domaine de la chimie. Et vous avez l'ENSISA, qui est une autre école d'ingénieurs, qui est un petit peu plus haut sur le campus de Lilleberg, qui, elle, a plusieurs parcours. Donc, elle va avoir un parcours mécanique, un parcours automatique et système embarqué, un parcours textile et fibre, un parcours informatique et réseau. Et on parlait tout à l'heure de l'alternance. Elle dispose justement d'un parcours qui se fait uniquement en alternance, qui est un parcours de génie industriel. Merci Anna. On a Sab qui pose une question par rapport au traitement des dossiers études en France. On reçoit généralement la réponse quand, point d'interrogation, car je suis candidate à une de vos formations en L3 marketing. Donc là, est-ce que Anna ou peut-être Brigitte aurait une réponse à lui donner? Pardon? Les mêmes dates. Mais les dates de e-candidat, c'est ça, oui. Donc, c'est les mêmes dates que e-candidat. Donc, si vous avez postulé, vous avez peut-être dû avoir une réponse comme quoi le courrier, la candidature a bien été prise en compte. Et vous aurez donc aux mêmes dates citées tout à l'heure, donc du 20 avril au 20... Ah non, ça c'est les périodes de candidature. Donc vous aurez les réponses courant du mois de mai. Non, mai, juin, plutôt mai. Mai. Ok. Ils commencent à traiter les dossiers en mai. Donc voilà, avec les beaux jours vont arriver les réponses aux dossiers. Voilà, vous inquiétez pas, les réponses seront assez rapides au mois de mai. Anna, je souhaiterais faire de l'informatique et finalement, je sais, il y a plein de formations en informatique, j'arrive pas bien à faire la différence. Quelles sont les formations en informatique qu'on trouve à l'université de Haute-Alsace? Alors, c'est vrai que c'est une bonne question parce que du coup, ça nous permet de parler un petit peu de tous les diplômes qui sont préparés à l'université. Donc, l'informatique, ça va être le domaine de ton choix, Myriam, puisque je vais prendre comme si tu es une étudiante. Donc, tu aimes l'informatique, tu veux faire de l'informatique. Il y a plusieurs diplômes. Déjà, il faut voir juste combien d'années tu souhaites étudier. Est-ce que tu veux une formation qui est plutôt courte et professionnalisante? Dans ce cas-là, ça va être plutôt un DUT. Donc, en informatique, on peut citer le DUT Réseau et Télécommunications qui se fait à l'IUT de Colmar. On peut citer sur Mulhouse le électrique et informatique industrielle. Donc là, on va être plutôt dans l'automatisme. Et un autre DUT qui se trouve à l'IUT de Mulhouse, qui va être le DUT MMI, métier du multimédia et de l'Internet. Donc, comme son nom l'indique, qui va être plutôt tourné vers le numérique et le multimédia. Donc ça, ce sont pour les DUT. Il existe après les DUT des licences pro. Donc les licences pro sont des diplômes que l'on peut intégrer après un bac plus 2 validé. Donc soit un DUT par exemple, soit un BTS, soit par exemple 2 années de licence. Donc on a des DUT en informatique, on a des licences en informatique.
Alors, les licences, c'est souvent, c'est en 3 ans et souvent, c'est comme un entonnoir. C'est-à-dire que la première année va être assez généraliste et plus on va avancer, plus on va se spécialiser. Donc, euh, on va avoir une licence informatique puis avec 2 parcours informatique ou MIAGE. Avec la licence, par contre, il est judicieux, hein, comme c'est un diplôme disciplinaire, de continuer de se professionnaliser par la suite avec un master. Donc nous avons également un certain nombre de masters. À côté de ces formations traditionnelles, on a encore, attendez, j'ai oublié quand même, on a le cycle préparatoire de l'école de l'ENSISA, où il y a aussi également de l'informatique. Ça peut être également un parcours possible. Mais si je suis un étudiant et que je ne suis pas en accord forcément avec la méthodologie, la pédagogie traditionnelle des cours, il existe à l'Université de Haute-Alsace une formation qui s'appelle UHA 4.0 qui est en informatique et qui vous propose d'acquérir un certain nombre de formations. Ça va de sans le bac jusqu'au bac plus 5 en mode projet. Donc, on ne fonctionne pas du tout comme les cours traditionnels, c'est-à-dire que vous allez travailler avec des coachs, des entreprises qui vont vous donner des missions et vous allez demander des cours lorsque vous en aurez besoin. C'est une nouvelle pédagogie. Ils ont fait un live Facebook, samedi dernier, à la place des portes ouvertes. Et il me semble, hein, mon collègue va me confirmer ça, que vous pouvez retrouver ce live sur Facebook afin d'écouter les informations relatives à cette formation si elle vous intéresse, hein, puisque je ne vais pas pouvoir rentrer plus dans les détails que ça. Voilà. Et Anna, si je souhaite faire des langues, qu'est-ce que j'ai comme formation en langue à l'Université de Haute-Alsace? Alors, effectivement, l'Université de Haute-Alsace, donc on va avoir les licences traditionnelles hein, que vous connaissez, hein, licence LLCE, anglais. LLCE, j'ai pas compris ce que c'était. Langue, littérature et civilisation étrangère, avec un parcours anglais ou un parcours allemand. Ensuite, je peux avoir une licence LEA, langue étrangère appliquée, avec 2 langues, donc soit anglais, allemand, soit anglais, italien, soit anglais, espagnol. Hein. Ça, c'est pour les licences. Nous avons après une autre particularité. Compte tenu de notre situation géographique, hein, donc proche de la Suisse et de l'Allemagne, l'Université de Haute-Alsace a pu tisser des liens très étroits avec nos voisins suisses et nos voisins allemands. Nous disposons donc d'un certain nombre de formations ou trinationales, ce qu'on appelle les formations transfrontalières, dans un certain nombre de domaines. Vous allez avoir la chimie, par exemple Regio Chimica. Je ne vais peut-être pas toutes les citer, vous pourrez les trouver sur notre site internet. La particularité de ces formations, c'est que vous allez tourner, alors soit dans 2 pays quand c'est binational ou dans 3 pays quand c'est trinational, donc en France, en Allemagne, en Suisse. On va avoir 10 Français, 10 Allemands, 10 Suisses, par exemple, enfin un tiers, un tiers, un tiers. Vous allez faire la première année dans votre pays en général. Alors, toutes ne fonctionnent pas de la même façon. Hein. Je vous donne un exemple. Il faudra après vous renseigner sur la formation qui vous intéresse parce qu'elles ne commencent pas forcément toutes par le pays d'origine. Donc, vous allez commencer en France, la 2e année en Suisse, la 3e en Allemagne, par exemple, pour acquérir à la fin 3 diplômes, donc un diplôme français délivré par l'Université de Haute-Alsace et un diplôme suisse délivré par les partenaires de l'Université de Suisse et un diplôme allemand du coup. Donc ça c'est une spécificité vraiment de l'Université de Haute-Alsace. Et donc il n'y a que des parcours en fait avec la Suisse et l'Allemagne? C'est dommage, moi j'avais d'autres langues.
Tu pensais à l'Espagne, peut-être. Peut-être. Voilà, donc effectivement, à, à Colmar, sur le campus du Grill and Bright, à la faculté de marketing et d'agro-sciences, nous avons une formation avec l'Espagne, une licence de gestion qui peut se faire en Espagne. Là, justement, la première année se fait à Séville, hein. On commence par le pays étranger. À côté de ces formations où vous pouvez acquérir de diplômes, on a bien entendu dans chaque université, hein, donc à l'université aussi, un service des relations internationales qui va s'occuper des... vous avez tous entendu parler d'Erasmus, Erasmus+. Donc, quelle est la fonctionnalité de ce système? C'est que vous pouvez, en général, on part en troisième année, hein, parce que vous avez vu que la première année, c'est qu'il y a quand même beaucoup de changements par rapport au lycée. Donc, on va préparer le dossier en deuxième année pour partir dans un pays avec lequel on a signé une convention pour partir un an dans ce pays ou un semestre dans une université partenaire. Chaque formation, chaque filière va avoir ses propres partenaires et donc vous pourrez ainsi partir par exemple un semestre ou une année entière dans une université espagnole. Alors on a cité l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne et on a oublié l'Italie. Ah, on a l'Italie. Ah ouais, voilà. Donc vous avez une formation clé, donc à la faculté des lettres et sciences humaines, donc culture littéraire européenne, qui se fait donc avec, en partenariat avec l'université de Bologne, où vous, sous le même principe que les deux autres formations avec l'Espagne et l'Allemagne, vous pouvez donc acquérir il me semble ils ont deux diplômes là-bas. Ils ont un diplôme français, un diplôme... Voilà, donc un diplôme français et un diplôme italien. Anna, on a une question de Miss Kabyle qui dit: bonjour, je suis étudiante en L3 hygiène sécurité environnement en Algérie. Je suis intéressée par la formation L3 parcours environnement sécurité risque à l'UHA. Elle aimerait mieux se renseigner sur les compétences demandées pour être admise. Elle dit qu'elle a contacté quelques responsables, mais elle n'a pas eu de réponse. Ceci dit, c'est vrai que les responsables sont un petit peu sollicités ces temps-ci, donc ils mettent parfois un petit peu de temps pour répondre. Mais qu'est-ce que tu lui conseillerais pour avoir des informations? Bah, déjà le site internet, mais je pense qu'elle est peut-être déjà... elle s'est déjà rendue sur le site. Normalement, il y a quand même pas mal d'informations sur le contenu de la formation, sur le programme. Et si... alors, comment elle a contacté l'enseignant et qui est-ce qu'elle peut nous dire qui est-ce qu'elle a contacté? Parce qu'on peut peut-être vérifier si tu as le nom d'un contact. Pensez aussi au secrétariat. Les scolarités peuvent vous donner aussi un certain nombre d'informations. Mais la personne qui pourra le mieux vous renseigner, c'est quand même le responsable de formation qui est la personne qui recrute. Bon, a priori, d'après ce que vous me dites, licence, vous redemandez une L3, voilà, il y a possibilité. Maintenant, il faudrait voir, ce sont quand même les enseignants le responsable de la formation qui décidera d'après le dossier. On peut proposer à Miss Kabyle de nous envoyer son mail à sio@uha.fr et on va faire suivre son message au responsable de la formation en environnement sécurité risque. Voilà, justement, pour tous ceux qui sont connectés, n'hésitez pas, hein, s'il y a d'autres questions qui vont vous venir d'ici cette nuit ou demain, hein, je vous rappelle que nous sommes joignables tous les jours par téléphone au 03 89 33 64 40. Donc ça, c'est notre numéro de téléphone. Vous pouvez également nous contacter par mail sio@
info@uha.fr. Vous avez d'ailleurs l'adresse qui s'est affichée donc, sur le fil des questions. Et sinon, eh ben, n'hésitez pas à venir dans notre service. Nous sommes ouverts. Je vais peut-être vous donner les horaires d'ouverture. Donc, nous sommes ouverts le lundi, enfin tous les jours, de 9 heures à midi et de 13 heures à 17 heures. Donc, tous les jours, sauf le vendredi après-midi où nous sommes fermés. Donc, pardon, je me trompe, le mercredi après-midi, nous sommes fermés. Donc, je rappelle les horaires pour le mercredi de 9 heures à midi et le jeudi, nous ouvrons à 10 heures. Hein, donc, il y a quand même pas mal de plages d'horaires. N'hésitez pas à venir donc, dans nos services. Il y a toujours quelqu'un qui est... Donc, la salle de documentation est accessible. Vous pouvez faire des recherches dans les nombreux documents que nous avons à disposition, dans les ouvrages que nous avons à disposition. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous aider. Et si on n'a pas la réponse, on peut quand même vous indiquer la personne ou le service qui pourra vous répondre. Et on pourra aussi voir si ça ne nécessite pas un entretien approfondi avec notre psychologue de l'éducation nationale qui est présent à mi-temps dans notre service. Voilà ce que je peux dire. Peut passer, comme on était tout à l'heure sur un peu l'international, on pourrait parler un petit peu de ECOR, le campus européen. Et pour ça, Brigitte, vous pourriez donner quelques informations. On rentre à deux. Ouais, mais oui, d'ailleurs, on peut continuer à deux. Hein. Je serai un peu moins seule, je pense que. Très bien. On sera pas très long sur cet aspect des choses, mais quand même signaler cette particularité qui est quand même quelque chose qui va concerner de plus en plus les étudiants que vous êtes ou que vous allez devenir. ECOR, le campus européen, c'est une vision de l'université qui dépasse les frontières. Alors c'est pas nouveau, ça existe depuis quelques années et ça regroupe plusieurs universités du Rhin supérieur. Donc ça commence par l'université de Karlsruhe, l'université de Strasbourg, celle de Mulhouse, l'université de Bâle et celle de Fribourg. Ces universités travaillent ensemble depuis de très longues années, ça fait bien une quinzaine d'années qu'on travaille ensemble. L'idée étant de permettre aux étudiants de chacune de ces universités de pouvoir partager les enseignements et la vie étudiante de chacune des autres universités. Autrement dit, vous êtes étudiant à l'UHA, vous pouvez aller à Fribourg, à Bâle, suivre des enseignements, vous pouvez aller à la bibliothèque, vous pouvez aller au restaurant universitaire. Voilà, des pistes possibles d'échange. L'idée étant vraiment d'ouvrir l'horizon des étudiants. Pour nous, à Mulhouse, dans un schéma qui serait transfrontalier, donc vous avez vu, on reste autour du Rhin, mais derrière se profilent des projets bien plus larges. On vous a parlé d'Erasmus, on fonctionne sur des pays choisis avec lesquels nous travaillons, mais on est actuellement sur un autre projet qui s'appelle Épicure, qui lui est encore plus large au niveau européen, puisque nous avons une université grecque, une université polonaise, une université des Pays-Bas, voilà, qui font partie de ce cluster d'universités européennes. Et là aussi, l'objectif, c'est de plus en plus partager la formation, mais aussi partager la vie étudiante. À terme, si vous voulez, l'idée, c'est quand je construis mon diplôme, quand je construis mon parcours, quand je construis mon projet, je ne réfléchis plus seulement à ce qui se passe tout près, à côté de chez moi, mais j'imagine de construire mon diplôme avec des universités partenaires. Voilà, donc dans toutes les universités, y compris dans la nôtre, vous avez un service de relations internationales qui peut vous aider pour vous guider dans cette réflexion, et évidemment, encore et toujours, le service d'information et d'orientation qui peut vous renseigner si vous voulez plus de détails. Voilà, l'Europe des étudiants, c'est tout de suite là, maintenant, demain, pour tout le monde, et donc on voulait vous le rappeler.
Voilà, voilà. Merci. On a une question de Sidi qui dit « Je voulais savoir si dans votre université, il y avait des Master Pro. Ah, la notion de Master Pro n'existe plus en tant que telle depuis quelques années, mais on peut comprendre que ce ne soit pas très clair parce qu'on on suit, on va dire, pour ne pas dire subir, des réformes perpétuelles. Et donc, effectivement, le Master Pro par opposition au Master Recherche ont existé. Voilà. À l'heure d'aujourd'hui, on dit Master de façon générale. Ce qui va distinguer la couleur professionnelle ou la couleur recherche d'un master, c'est simplement le type de stage que vous ferez en deuxième année de master. Mais retenez l'idée qu'aujourd'hui, un master reste une formation de 2 ans après 180 crédits, qui vous amène encore 240 crédits et qu'il s'appelle pro ou recherche n'a aujourd'hui plus aucune importance. » Merci Brigitte. Alors, on a Fauzi qui dit « Bonjour, je suis ancien étudiant de l'UHA ou en DES, Management et Ingénierie de l'éducation et de la formation. » Ça date Effectivement, c'est un peu. ancien étudiant, Oui, hein, ça parce que date un le petit peu. DESS a été Était remplacé par l'ancêtre le du Master master, 2 voilà. et il cherche une formation doctorale. Donc, est-ce qu'après un DESS, on peut poursuivre un doctorat? Finalement, sa question, elle est là. Oui, il devrait pouvoir le faire. En fait, son dossier va véritablement relever d'une étude Ouais. de l'équipe doctorale et du directeur de son éventuelle thèse. C'est-à-dire que c'est le département, le laboratoire de recherche dans le domaine des sciences de l'éducation, si j'ai bien compris, c'était C'est sa dans quel spécialité. domaine Oui, dans les Les sciences sciences de de l'éducation. l'éducation. Donc c'est bien ce groupe de recherche, ce laboratoire de recherche qui va se pencher sur sa candidature. On va regarder ce qu'il a fait, on sait très bien qu'il a un DESS, mais on peut imaginer que depuis il a fait des choses, donc il peut avoir eu des activités professionnelles, etc. Et il peut demander d'accéder à des études doctorales. Il arrive, dans de nombreux cas, qu'on demande à l'étudiant de refaire quelque chose qui ressemble à un Master 2. Mémoire. Voilà, au moins un travail de mémoire, puisque ce qui définissait votre DESS, c'était une formation tout à fait professionnelle, où l'aspect mémoire de recherche était secondaire. Là, si vous voulez préparer une thèse, il faut évidemment avoir un profil recherche, et il est possible qu'on vous redemande de faire un Master 2. Mais ça, c'est pas certain. Ni Anna, ni moi, ni personne autour de cette table ne prendra cette décision, puisque c'est une décision purement pédagogique qui va reposer sur le laboratoire. Et puisque dans le temps, nous avions le DESS et le DEA. Et c'était avec le DEA que l'on pouvait intégrer après un doctorat. Est-ce que d'ailleurs, pour les futurs étudiants qui vont arriver à l'université, vous pourriez nous rappeler les périodes des dates d'inscription en fait? Parce que je crois que les dates d'inscription définitives ne sont pas encore parues, mais dans quelle période en fait vont se situer les inscriptions? Alors, les candidatures, du coup, les inscriptions. Non, les inscriptions, en amont, il y a les candidatures. À l'université où on va me délivrer ma carte d'étudiant, vers quand en fait je dois me préparer pour venir à l'UHA. Donc là, on est en train de travailler le calendrier. Donc on n'a pas encore arrêté les dates. Grossièrement, nous allons inscrire 2 semaines au mois de juillet. Nous allons commencer aux alentours du 6 ou du 7, tout dépend comment ça tombe par rapport à une semaine, 7, 6, 7, 8 juillet. Donc on attend en fait les résultats du baccalauréat et on inscrira à partir du 6 juillet. On prend le calendrier en on live. Inscrira, voilà, du 6 au 17 juillet cette année. Voilà. Ensuite, l'université va fermer 4 semaines et nous reprendrons les inscriptions le 17 ou le 18 août jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc voilà pour le calendrier. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y aura sur le site vraiment toutes les explications pour les inscriptions parce que nous allons distinguer les primo-arrivants, c'est-à-dire les élèves qui sont aujourd'hui en terminale et qui s'inscriraient pour la première fois à l'université. Et on va les distinguer des réinscriptions, donc des étudiants qui sont déjà là et qui vont en fait se réinscrire et n'ont pas tout à fait les mêmes démarches à assurer. Mais ça, ce sera expliqué très clairement. On avait Catherine qui nous demandait, en fait,
combien ça coûte de s'inscrire à l'université. Donc les tarifs dépendent de l'année d'inscription. Donc il y a des tarifs qui sont d'ailleurs pas choisis par l'université, c'est important de le dire. C'est le ministère qui nous transmet des chiffres, voilà, qu'on applique. Donc il y a les inscriptions en licence qui sont autour de 180 €, on va arrondir. Voilà, On ne connaît pas encore les voilà. tarifs de cette année. On est dans ces eaux-là, entre 160 et 180 €. Et pour le master, on est dans les 230 €. Voilà, ce sont les droits, ce qu'on appelle les droits d'inscription qui sont imposés par le ministère. L'université n'a aucunement les coups des franches dans ce domaine. S'ajoutent les frais annexes qui sont proposés pour certaines filières et par certaines composantes. Mais ça, on vous expliquera au moment de l'inscription. Ça va de 60 € pour une licence à 400 € pour certains masters. Voilà. Mais ce sont des droits facultatifs. Voilà. Avant de vous inscrire, on vous expliquera aussi qu'il faut que vous souscriviez à une participation financière aux activités de la vie étudiante. Ça s'appelle la CEVEC. C'est donc pour la vie étudiante et le campus, une contribution à la vie étudiante et la vie de campus. Et il faut que cette contribution soit acquittée pour pouvoir vous inscrire. Donc d'abord, vous payez ce qu'on appelle la CEVEC, pour les jolis, on n'a pas trouvé autre chose. C'est la CEVEC, ça coûte 91 €. Et une fois que vous avez contribué donc, à la CEVEC, à ce moment-là, vous pourrez vous inscrire à l'université. Cet argent, je vous dis juste quelques mots, donc c'est dans toutes les universités de France, c'est pas propre à l'UHA, c'est partout où on paye la CEVEC. Et cet argent sera utilisé pour tout ce qui concerne la vie des étudiants en dehors des enseignements. Autrement dit, la partie sociale, l'aide aux étudiants qui ont des difficultés, la partie projet. Vous savez que dans toutes les universités, on finance des projets étudiants, mais il y a maintenant, à présent, un certain nombre d'activités qui seront mises en place dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture, dans le domaine du bien-être. On en parlait tout à l'heure, on organise des ateliers bien-être pour nos étudiants. Voilà. Il y a une quantité de projets qui sont actuellement sur le métier et qui vont être mis en œuvre au cours de la prochaine année universitaire. Avec cet argent de la CEVEC, c'est 91 € que vous allez payer avant de vous inscrire. Merci Brigitte, merci Anna. On va peut-être conclure cette petite intermède orientation de l'Université d'Haute-Alsace. Alors peut-être vous pouvez nous rappeler comment les étudiants et les futurs étudiants peuvent nous contacter et trouver les informations. Alors, 3 façons de nous contacter, soit par téléphone 03 89 33 64 40, c'est le numéro de téléphone de notre service, je vous rappelle, le service d'information et d'orientation. Vous pouvez aussi nous contacter par mail sio@uha.fr et vous pouvez également vous déplacer dans notre service. Nos horaires d'ouverture, donc nous sommes ouverts tous les jours de 9h à midi et de 13h à 17h. Nous sommes fermés le mercredi après-midi et le jeudi, nous commençons à 10h. Une autre façon de vous renseigner aussi, c'est bien entendu notre site internet, donc uha.fr, à partir duquel vous pourrez bien entendu avoir les liens vers toutes les composantes de l'université et tous les services de l'université. Voilà, il n'y a plus de questions, c'est ça? Il n'y a plus de questions. Voilà, donc on va vous laisser. Voilà, on va vous laisser. Merci pour cette écoute, pour cette attention. Et merci surtout à Anna qui a vraiment assuré ce soir. Merci Myriam aussi qui a fait l'animation. Merci. Et merci Julien pour la technique. Et voilà, il y avait Julien à la technique, toute une équipe. Voilà. Bonne soirée.